Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, veille de la grande soirée de Noël, je vous invite au voyage, un voyage comme dans les livres d'aventure, un but, une cité mythique, l'Eldorado Inca, de l'aventure, des expéditions dans la forêt amazonienne avec tous les dangers que recèle cette forêt. À part que ce soir, tout cela est vrai. Même si sa vie peut faire l'objet d'un roman, tout ce que je vais vous raconter, tout ce que va vous raconter mon invité est totalement vrai. Thierry Jamin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez vraiment nous raconter tout ce que vous avez vécu. D'ici quelques jours, le 29, la 10e expédition. Non, je repars le 29 au Pérou 29. pour préparer la prochaine campagne qui sera prévue pour la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août 2007. Très bien. Donc vous nous raconterez tout cela dans quelques instants. Vous êtes venu avec Alain Bonnet, qui est le webmaster de votre site. Alain Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous occupez du site qui parle des aventures, des aventures sans que ce soit péjoratif, c'est dans le sens noble du terme, des expéditions de Thierry Jamin. Je vous donne tout de suite le nom de ce site internet, donc c'est les 3W traditionnels.paititi.fr. Alors Paititi, P-A-I-T-I-T-I.fr, P-A-I-T-I-T-I.fr. Alain Bonnet, vous êtes allé à la dernière expédition, c'est la première fois de votre vie que vous avez mis les pieds en forêt amazonienne. Vous y êtes allé avec votre caméra pour filmer pour le site, et vous serez un petit peu, je dirais, notre Candide, un petit peu si vous voulez notre regard, nos oreilles, puisque vous nous raconterez la première fois qu'est-ce que ça fait d'aller là-bas et les sensations que l'on peut percevoir comme ça en suivant ce drôle d'homme qu'est Thierry Jamin, si vous le voulez bien. Tout à fait. Bien. Alors, vous le savez, vous aussi, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Je suis entouré, comme l'a constaté Thierry Jamin et Alain Bonnet, d'écrans informatiques tout autour de moi. Il y a un écran qui sert uniquement à vos SMS. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre sentiment, vous l'envoyez au 71 200 et je serai ainsi votre porte-parole. Vous êtes prêts ? Nous allons plonger ce soir dans l'aventure. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Thierry Jamin, vous êtes l'auteur d'un livre très intéressant qui m'a servi à construire justement cette émission, qui s'intitule L'Eldorado Inca. Vous l'avez écrit en collaboration avec Pierre-Albert Ruquier. Le sous-titre, c'est À la recherche de Paititi, justement. Et l'éditeur s'appelle Hugo et compagnie. Je rappellerai évidemment les références de ce livre tout au long de cette émission. Ce livre relate toutes vos expéditions et puis... évidemment, le début, cette espèce de passion qui vous a emporté, c'est le mot, puisque vous ne vivez que pour et par ça, finalement, depuis plusieurs années. Alors, racontez-nous comment est-ce que on devient passionné au point de monter des expéditions avec toute la difficulté, les difficultés que ça représente. Ce seraient des expéditions... Faut être un peu barge aussi. Écoutez, je sais pas le dire, mais enfin, je dirais passionné, emporté, vraiment, parce que ce seraient des expéditions dans l'Auvergne, dans le Sud-Ouest, aller encore en Angleterre ou en Allemagne, ça va, mais en forêt amazonienne, c'est quand même une autre paire de manches. Alors, ça a commencé comment, tout ça ? Alors, en fait, moi, j'ai vécu toute mon enfance, j'étais bercé... par les aventures de Tintin et puis de ce dessin animé qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or. Je suis de cette génération. Les manuels d'histoire et d'archéologie, des mystères, des civilisations disparues me passionnaient.
Et à 15 ans, je vais aux États-Unis, je me blesse le pied, hein, c'est un peu bête. Je me retrouve dans une salle d'attente d'un cabinet médical qui devait me recoudre la cheville. Et bon, il y avait dans cette salle d'attente des magazines pour nous faire patienter. Et je tombe sur un vieux magazine, le South American Explorer Magazine de 1977. Hein. Et dans ce magazine, il était question de mystérieuses photos satellites qui avaient été prises à la fin de l'année 77 et dans laquelle on avait localisé des formations curieuses, un agencement étrange de points très symétriques à l'intérieur d'une formation en ovale en pleine forêt amazonienne. Bref, dans une zone où depuis le XVIe siècle, on recherche la cité de Paititi. Et on s'est demandé si ces fameuses formations détectées par photosatellite n'étaient pas cette fameuse cité perdue de Paititi qu'on cherche depuis le XVIe siècle. Ouais. Alors à la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu des survols de cette zone. C'était des photos en infrarouge, donc on pouvait pas non plus très distinguer les formes en 3D. Hein. Et avec les survols, on a pu déterminer qu'il s'agissait de formations pyramidales, hein, deux rangées de 12 pyramides. En pleine forêt amazonienne. En pleine forêt amazonienne. Ouais, ça pose question encore. Voilà, au pied d'une montagne qu'on appelle la Sierra Baja du Pantiacoya. Alors Pantiacoya en quechua, la langue des Incas, ça signifie le lieu où se perd la princesse. Alors là encore, c'est tout un programme, toute une légende dont on reviendra bien sûr. Plus tard. Et il était très difficile de déterminer si ces formations pyramidales étaient naturelles ou artificielles. Elles ressemblaient étonnamment aux pyramides d'Égypte, hein, et l'envergure était de 200 mètres, de 300 mètres, donc de l'envergure du plateau de Gizeh. Ah oui, complètement. Ouais. Deux rangées vraiment très régulières. Et bref, l'ensemble paraissait totalement artificiel. Et la meilleure façon pour avoir le cœur net sur la nature de ces formations, c'était d'aller sur le terrain. Le début des années 80, c'était l'époque du sentier lumineux, donc problème politique assez important. Et puis c'était dans une zone naturelle très très compliquée, puisque de l'autre côté de la cordillère des Andes, dans des piémonts à la lisière de la forêt amazonienne de la cordillère des Andes, donc. Bref, il y a eu des tentatives d'expédition au début des années 80 jusqu'en 84. Et en 84, il y a eu un accident avec une expédition qui embarquait notamment des Français, des militaires péruviens, un naufrage, un mort, et ça a été la fin des expéditions vers ces pyramides, avec encore une fois le sentier lumineux. Ouais. Bref, une chape de plomb, d'oubli, est retombée sur cette région jusqu'au début des années 90, lorsque moi je commence à m'y intéresser. Mais quand même, là, vous nous avez rapidement raconté cette rencontre avec ces photos de pyramides dans une salle d'attente d'un toubib américain, un vieux magazine. Bon, mais je veux dire, si ce magazine était là, il avait dû être feuilleté par des dizaines et des dizaines de personnes, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, de toutes les cultures. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ça a fait tilt et comme vous le dites, ça a fait tilt. Et en fait, moi, j'étais très nourri de culture latino-américaine. Ouais. Vous êtes né où? En France. Hein, mais dans la région de Chartres, vous voyez, très près de Paris, donc c'est pas forcément un cas tout ça. C'est pas vraiment un cas, mais quand même très passionné par l'archéologie. C'était dans mes époques lycées, début des années 90, et c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Je me suis dit, quand je suis tombé sur ces photos satellites, que c'était quelque chose pour moi, que c'était un défi, une interrogation qui restait en suspens. Je voulais savoir la réponse. Et je me suis un peu lancé le défi, mais bon, c'était à 15 ans, hein, comme on se lance des défis à cette époque. Et voilà comment tout a commencé. Et j'ai passé mon bac, et puis à l'époque du bac, il fallait prendre une direction. J'étais très bon en économie, j'aurais pu me lancer dans l'économie. Je me suis dit, est-ce que je me lance vers cette recherche qui me hantait quelque part?
Et je me suis lancé vers des études d'histoire et d'archéologie dans la perspective d'organiser des expéditions. Ah oui, ça vous avez pas quitté ça. Ah non, vraiment, vous êtes resté dedans. Oui, c'est assez curieux et tout à fait comment dire, tout à fait irrationnel, hein, mais bon, c'est un choix de vie qui est d'accord, qui est comme ça. Et je ne m'imaginais pas à l'époque que ça allait avoir des répercussions aussi importantes dans ma vie. Oui, et puis surtout des répercussions aussi importantes également. Bon, d'abord dans votre chemin de vie, mais aussi, on en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans le studio, en Amérique du Sud, où vos dernières découvertes font parler d'elles dans toute l'Amérique du Sud et interrogent tout le monde. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et qui sont une clé vers ce but que l'on... Le royaume de Païtiti. Le royaume de Païtiti, voilà. Ouais. Alors, on est arrivé aux pyramides il y a quelques années, on va sûrement en reparler. Ah oui. Surtout ne dites rien concernant les pyramides, je ne veux pas déflorer le mystère. Et là, des rebondissements extraordinaires qui nous amènent aujourd'hui aux portes de Païtiti. Oui. Alors, Thierry Jamin, expliquez-nous un petit peu ce qu'est historiquement, parce que ça c'est incontournable pour bien comprendre la suite, ce que représente historiquement le royaume de Païtiti. Alors là, c'est la première genèse de l'histoire. Il faut remonter en fait au XVIe siècle, hein, l'époque de la colonisation espagnole au Pérou. Oui. On est dans les années 1532. Pizarro arrive dans l'empire Inca, qui ne s'appelait pas encore le Pérou, c'était le Tawantinsuyu, l'empire des quatre quartiers. Hein, c'était l'État l'un des États les plus modernes du monde, l'un des plus grands de cette époque, hein, qui englobait le sud de la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, la moitié du Chili, une partie de l'Argentine, la Bolivie. C'était immense, un réseau routier de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de route, comparable à l'Empire romain, un système politique et social, des systèmes très structurés, très hiérarchisés. Bien sûr, un système de solidarité sociale que nous ne connaîtrons en Europe qu'au XIXe siècle. Par exemple, un système de poste qu'on ne va connaître qu'à la fin du XIXe siècle. Ouais. Donc, un État vraiment très raffiné, malheureusement qui est en proie à la guerre civile, puisque Huayna Capac est mort en 1527, ouais. Et il a ça c'était l'empereur. C'était un empereur, ouais. Et il a laissé l'empire à ses deux fils. Le fils légitime à Cusco et son fils bâtard mais préféré Atahualpa au nord du Pérou. Et Pizarro arrive alors que les deux frères commencent à se faire la guerre pour avoir le contrôle de tout cet État fabuleux. Évidemment. Et Pizarro, qui était un fin stratège, il capture Atahualpa. Et Atahualpa, qui est prisonnier dans le nord du Pérou, à Cajamarca, dans son palais. Atahualpa, qui était en train lui-même de faire la guerre à son frère. Enfin bon, c'était vraiment une circonstance très très particulière. Atahualpa propose, en échange de sa liberté, de verser aux Espagnols une rançon fabuleuse. Il propose de remplir d'or la salle dans laquelle il est séquestré et de remplir d'argent 2 autres salles équivalentes jusqu'à la hauteur de sa main levée, à condition que Pizarro l'épargne. D'accord. Alors Pizarro, qui était très intéressé par l'or, cupide, oui, ça... assez cupide, accepte. Ouais. La rançon est payée en moins d'un mois. Hein, et au bout d'un mois, on va commencer à fondre tout cet or. Alors, c'était des vaisselles qui passaient à peine dans les portes des palais, etc. Enfin, il y a des récits de chroniqueurs extraordinaires, des montagnes d'or. Le problème, c'est que à cette époque, là, on est dans l'année 1533. Pizarro a un rival, Diego de Almagro, qui arrive également au Pérou et qui veut un peu le doubler. Oui. Donc Pizarro doit liquider le cas d'Atahualpa pour continuer la conquête du Pérou. Ouais. Donc Atahualpa, qui comprend qu'il va rester prisonnier de toute façon de Pizarro, ouais. Il propose une deuxième rançon et là commence la légende. On ne sait pas trop faire la différence de ce qui est très historique et de ce qui est légendaire. Atahualpa aurait proposé à Pizarro une deuxième rançon plus importante que la première. Il faut savoir que la première rançon, qui a été versée par les Incas, et qui a été fondue en barres d'or, hein, c'est le plus grand butin jamais distribué dans toute l'histoire de l'humanité.
hein, ça a été distribué entre les conquistadors, et il y avait à l'époque ce qu'on appelait le quinte royal, c'est-à-dire 1/5 de cet or devait être reversé au roi, en l'occurrence à Charles Quint. Et on peut voir aujourd'hui dans les collections européennes, notamment en Espagne, en Autriche et en Belgique, une partie de ce quinte royal. Hein, donc on peut avoir une idée du raffinement de cette civilisation. Le reste a été fondu et est à l'origine du capitalisme européen. À l'époque. Oui, parce que l'or qui est arrivé via les conquistadors a inondé le marché européen, a dévalorisé la valeur de la monnaie, etc. Et après, ça a entraîné tout un mécanisme économique. Voilà, et tous les minerais d'argent qui ont été extraits de Potosi viennent de cette région. Hein. Là, on est dans une seconde époque. Alors, bref, cette deuxième rançon quoi. Alors, Atahualpa propose une deuxième rançon. Il charge son épouse, la Coya, de l'acheminer. Alors, il faut savoir que l'or venait des 4 coins de l'Empire, mais que la zone la plus riche, c'était la zone de Cusco, dans le nord de l'Empire, là où se trouvait le siège politique de Cusco, de l'Empire. Et donc, la légende raconte que la Coya aurait acheminé une colonne de lamas, de 20 000 lamas, chargés d'or. Alors, quand vous savez qu'un lama peut charger une charge, peut porter une charge de 35 kilos d'or, vous faites la multiplication et ça fait au bout du compte ça fait quelque chose d'assez important. Ah oui, d'accord. Entre-temps, Atahualpa se fait assassiner par Pizarro. Apprenant l'assassinat de son mari, eh bien la Coya aurait rebroussé chemin avec ses 20 000 lamas en or en direction de la forêt amazonienne, et c'est à partir de là qu'on commence à parler de Paititi. Subrepticement, on observe, et c'est toujours dans les chroniques de l'époque, la disparition de plusieurs milliers de nobles indiens. Où est-ce qu'ils vont? Et on commence à entendre parler de Paititi. Et c'est tout le thème du film d'Aguirre, La colère de Dieu, d'Herzog. Hein, la quête de l'Eldorado qui commence dès 1534. La première expédition date de 1534. Donc, vous êtes en train de nous dire que la femme de l'empereur s'est évaporée avec tous les dignitaires qui l'accompagnaient, des milliers de dignitaires qui l'accompagnaient, 20 000 lamas chargés d'or et d'argent, se sont évaporés comme ça dans la forêt amazonienne, dans une direction vers un but dont on a vaguement entendu parler. Point barre. Voilà. Et alors des mots commencent à être prononcés et on commence à entendre parler de Paititi, Paitite, Paiinti, on ne sait pas trop. C'est cette cité que l'on va, à partir de là, commencer à rechercher dans tous les recoins de l'Amérique du Sud. Parce qu'on recherche Paititi depuis la Guyane jusqu'en Terre de Feu, en passant par le Brésil, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur. Hein, on l'a recherché un peu partout, Paititi. C'est comme l'Atlantide finalement, mais exactement, mais sur Paititi, terre ferme, quoi. Et tout à fait. Paititi, c'est une Atlantide amazonienne, engloutie dans son océan vert. C'est absolument extraordinaire. Sauf que Paititi a un fondement historique. Hein, et que on est encore une fois on est aux portes de ce site. Et alors évidemment le mythe de l'Eldorado est né avant la découverte du Pérou, lorsque les conquistadors sont arrivés vers la Colombie. Hein, ils sont arrivés dans la région du lac Guatavita. Ils ont vu un cacique recouvert de poussière d'or qui se baignait dans un lac, et les villageois jetaient des offrandes d'or dans l'eau. C'est là qu'est né le mythe de l'Eldorado. Et avec toute cette profusion d'or au Pérou, le mythe a changé d'axe, si vous voulez. Et Paititi est devenu, avec le temps, synonyme d'Eldorado. Et on raconte beaucoup de bêtises au sujet de Paititi. Paititi n'est pas l'Eldorado véritablement. Moi j'entends beaucoup de conneries au Pérou, comme quoi on rechercherait une cité avec des murs d'or, etc. C'est le fantasme, là, vraiment. Et tout à fait. Et c'est aussi le grand drame de Paititi. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Vous disiez, c'est son malheur aussi. Tout à fait, parce que tous ceux qui recherchent Paititi depuis
le XVIe siècle, Ouais. enfin, une grande majorité, ils recherchent le trésor perdu des Incas. L'or, quoi, c'est tout en fait. Ils recherchent l'or. Et alors au Pérou aujourd'hui, lorsque l'on dit qu'on recherche Paititi, ça y est, tu recherches le trésor perdu des Incas. C'est la ruée vers l'or, quoi. C'est la ruée vers l'or. Ouais. Et là, c'est vraiment le problème. Alors que nous, c'est vraiment absolument pas notre préoccupation. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est la relique archéologique que constitue Paititi. Et puis l'histoire que ça représente, c'est fabuleux quand même. C'est tout un pan de l'histoire de l'Empire Inca et de l'humanité par la même. Et de l'humanité, bien sûr. Ouais. Que l'on est actuellement peu à peu en train de lever. Bon, vous restez avec nous, Thierry Jamin. Alain Bonnet interviendra tout à l'heure puisqu'il a fait partie d'une des expéditions qu'a montée Thierry Jamin, mon invité, pour aller découvrir, vous l'avez compris, non pas l'Eldorado, maintenant ça y est, la mise au point est faite, mais partir à la découverte du royaume de Paititi, ce qui est quand même autrement plus fascinant sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de mon invité Thierry Jamin et Alain Bonnet, qui est le webmaster du site qui relate toutes les expéditions et les résultats passionnants des expéditions de Thierry Jamin. Le site internet que je vous recommande a pour nom paititi.fr, paititi.fr, et là vous aurez toutes les informations et vous pourrez également découvrir une partie du livre de Thierry Jamin où il raconte toutes ses aventures, l'Eldorado Inca, c'est le titre de ce livre, aux éditions Hugo et compagnie. Thierry Jamin, la première expédition n'a pas dû se monter, j'imagine, sans mal, puisque vous étiez totalement néophyte à cette époque-là, évidemment. Tout à fait. Moi, en fait, la première expédition que j'essaie de monter date de 96. Enfin, ouais. À partir de 96. J'essaie de monter une première campagne vers cette zone, alors totalement inexpérimentée, bien sûr, mais bon, faut un commencement à tout. Oui. Également. Alors je rencontre beaucoup de personnes, des partenaires sur Toulouse, puisque moi j'étais étudiant sur Toulouse, et la première expé que je réussis à monter véritablement date de 98. Je rencontre Toubon, Douste Blasi, qui m'a rien filé. Je l'ai rencontré quand même, plein de promesses. Et donc c'est surtout des partenaires privés en fait qui ont réussi à me faire partir et à financer cette opération. C'est une année 98 qui était pas très facile. C'était l'année d'El Niño. Un grand courant d'air chaud qui arrive assez régulièrement sur tout le cône sud et avec énormément de pluie au mois d'août. Donc on était arrivé dans cette zone de la forêt amazonienne de manière très difficile, quoi. Les rios étaient surchargés et en fait on a dû faire demi-tour à quelques encablures des pyramides puisque le but c'était d'aller voir ces pyramides justement. Ouais, voilà. Et de là savoir où toutes les expéditions avaient échoué. Voilà, de savoir si c'était de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'une cité perdue, d'un site naturel, d'un site retravaillé, enfin bref, de quoi il s'agissait. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu l'Amazonie, parce que c'est nous ici dans le Sud-Ouest, évidemment l'Amazonie on connaît un peu à travers les films, les documentaires du National Geographic, mais c'est tout quoi. Mais je suppose que c'est une autre paire de manches quand on a les pieds dedans. C'est un univers qui est à la fois quand on pénètre à l'intérieur pour la première fois. Moi, je me souviens de mes sentiments. C'était des sentiments de crainte au début parce que c'est un monde agressif où la vie et la mort se côtoient continuellement. On voit que c'est le grand cycle de la nature, mais au fil des années, je me suis aperçu que, en fait, c'est un monde bienveillant qui a des lois. À partir du moment où on respecte ces lois, c'est un monde qui est très... Moi, je suis un peu animiste, et c'est un monde très accueillant qui... la Pachamama nous nourrit, et si on respecte les lois de la Pachamama, eh bien... la mère nourricière, donc c'est c'est vraiment terre-mère. La terre-mère. Et d'ailleurs, dans plusieurs expéditions, avant les expéditions, vous faites un rituel pour demander à la Pachamama avant chaque de vous expédition, protéger. on fait
des cérémonies chamaniques avec ce qu'on appelle des pacos, hein, c'est l'équivalent des chamans, qui viennent d'une tribu, la tribu des Kéros, qui a été découverte en 1959 seulement, hein, qui vivait totalement à l'extérieur du monde moderne pendant près de 5 siècles, hein, et donc qui a aujourd'hui tout l'héritage cosmogonique des Incas. C'est une tribu qui parle un quechua plus pur que le quechua moderne, qui utilise encore les quipus, les cordolétaneux, qui vit selon le même système social que les Incas, exactement, avec le même code juridique que les Incas. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. C'est une relique, ce sont des reliques vivantes. Et donc, alors l'Amazonie quand même, parce que bon, faites-nous. Je demanderai à Alain Bonnet, qui lui a mis les pieds pour la première fois il y a pas longtemps. Mais vous, c'est beaucoup de végétation, humide, chaud, beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur pendant la journée. On est à des humidités de 90%. On peut pas craquer une allumette. Enfin, on peut pas faire un feu de bois quand on fait un camp à l'intérieur de la forêt. C'est ce qu'on appelle la forêt de bois de brume. Donc tout est en perpétuelle décomposition. Donc impossible de faire un feu. Généralement, nous, on s'arrange pour faire nos camps de base près des fleuves, hein, sur une plage où c'est un peu plus sec, quoi. Un peu plus sec, mais un peu plus sec, 60% d'humidité, quoi. 60% d'humidité, c'est vrai. Alors, on est dans la zone sud du Pérou, c'est le département du Madre de Dios. On est dans un parc national, le parc national du Manu. On est dans une zone interdite, très protégée. C'est une zone réservée, interdite aux touristes, etc. Pour aller dans cette zone, il faut montrer patte blanche à chaque fois. Nous, à chaque fois que nous organisons des campagnes, ce sont Vous des êtes projets. accompagné par un représentant également. Tout à fait. C'est toujours avec des autorisations gouvernementales auprès de l'INSC, de l'Institut national de culture, et puis de l'organisme qui chapeaute la gestion des parcs naturels du Pérou. C'est la zone du Manu, c'est l'une des biosphères les plus riches de la planète. Il y a 250 espèces animales à l'hectare, au kilomètre carré. Il y a des espèces végétales encore non répertoriées. Dans cette zone vivent des communautés indigènes encore inconnues. Nous vivons avec des fois fort sympathiques, des fois moins. Nous vivons avec, nous côtoyons des communautés natives qu'on appelle les Machiganga, qui vous enseignent énormément de choses, des manières de voir la vie, ce qui est, humainement c'est très important, mais également qui ont une connaissance sur la pharmacopée amazonienne qui est extraordinaire. Et chaque fois, je ramène des plantes totalement inconnues en Europe, qui ont des propriétés de anticontraceptifs même. D'accord. Mais c'est un univers extrêmement riche et je me retourne vers vous, Alain Bonnet, parce que vous êtes allé en Amazonie, donc pour la seule et unique fois de votre vie, j'imagine. J'allais dire pour la première fois, il n'y en a pas eu de seconde pour l'instant. C'était quand? C'était au mois d'août dernier. Bien. Alors vous êtes de Toulouse. Tout à fait. Oui. Voilà. Vous vous occupez donc du site internet de Thierry Jamin. Oui. Racontez-nous vos premiers instants vraiment au contact de la forêt amazonienne. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, disons que avant d'y aller, j'avais quand même une certaine appréhension. Bon, bien que Thierry ait tenté de beaucoup me rassurer, mais bon, j'étais déjà allé un petit peu en pré-Amazonie, on va dire, 1 ou 2 années avant. Et là, bon, déjà les trajets pour y aller sont quand même un petit peu pénibles, quoi, on va dire, parce que c'est de la piste pendant environ 12-15 heures. On passe les cols andins qui sont à 4200 mètres. Plus de 5000 mètres. Oui, pas mal. Et on se retrouve 4-5 heures après à 500 mètres d'altitude et on passe environ de 10 degrés à 30 degrés. Super. Donc il y a un petit choc thermique. Physiquement, faut être bien. Voilà. Quand même, parce que
Et ensuite, donc, quand on pénètre, enfin, tout au moins nous, ce qu'on a fait, quand on pénètre la forêt amazonienne, c'est par les fleuves. Oui. En péké d'ailleurs. Voilà, vous exactement. nous raconterez, Thierry Jamin, sur en quoi donc, ça consiste. C'est assez sportif. Faut pas avoir peur de se mouiller parce que on en prend plein la gueule. Voilà, oui, je n'osais pas le dire. Si, vous pouvez y aller. Et bon, quelquefois, il faut aussi descendre parce que le péké ne peut pas transporter tout le monde. Il y a peut-être pas assez d'eau, il y a des rochers trop saillants. Donc là, d'accord. Ouais. Donc on descend et là, on aborde effectivement la forêt amazonienne. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Ouais. Et là, donc, on marche effectivement dans la boue, dans un univers très humide. Et moi, Thierry m'avait dit, bon, faut faire attention quand même où on met les mains, faire attention aux branches, s'il n'y a pas un serpent, ce genre de choses. Donc, je dois dire que les premiers pas, j'étais pas très à l'aise, on va dire. Ouais. Donc, au début, ça vous pousse un peu à la paranoïa? Oui, un petit peu, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Puis bon, c'est vrai que l'endroit où on est allé, n'est pas un des plus hostiles, on va dire, hein, quand même. Tu as fait pire, toi, Thierry. Hein. Ouais. Mais bon, je dois dire que c'est quand même assez costaud. Et ce qu'il y a, c'est que chez nous, si vous voulez, la nature, celle qu'on a ici, on sent qu'on la domine, quoi, en fin de compte. C'est vrai. Ouais. Là-bas, c'est plus du tout ça. Hein. Là, on se dit bon, il va falloir faire avec, hein, et puis il va falloir peut-être se plier à la nature. Hein. C'est pour ça qu'il faut être, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être très humble, hein, oui, et tout se à sentir fait. petit. Et oui. Puis bon, je vous passe ensuite tous les petits travers qu'il peut y avoir, comme les moustiques, les fourmis, c'est pas mal aussi, il faut faire attention. Voilà, oui, 5 cm de long, les partout. Belle bête. Des fourmis qui peuvent être mortelles. Ah oui. Les isoulas sont hyper sympas, ça. Et agressives en plus. Très agressives. Au bout de quelques jours, en fait, on s'y habitue parce que ce qu'on découvre, enfin moi, ce que j'y ai découvert. C'est tellement géant, quoi, que ce genre de choses, ensuite, on en fait fi. Hein. Ça devient accessoire et aussi fait. Alors bon, je recommanderais pas à tout le monde d'y aller, c'est sûr, mais bon, parce qu'il faut quand même oublier tout notre aspect confort, oui, etc. Et puis notre manière de penser aussi. Totalement, oui, exactement. Ouais. Et puis en fin de compte, moi, Poucharo, c'est un endroit que je trouve assez serein, on va dire. En fait, je m'attendais à pire, hein. À la limite. Voire même déçu. Non, pas du tout, non. Plaisante. Non, mais c'est un bon entraînement pour faire pire la prochaine fois. Voilà. Exactement. Donc il est partant. Alors Thierry Jamin, entrons quand même maintenant qu'on a posé un petit peu le décor. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que Poucharo, ce sont des pétroglyphes qui sont à 10 km au nord des pyramides. C'est ce que je voulais vous faire dire. Alors on va commencer par les pyramides elles-mêmes. Voilà. Vous y êtes arrivé. Alors on y arrive en 2001, dans des conditions, quelqu'un dirait peut-être assez abracadabrantesques, hein, parce qu'on avait en plus une équipe qui était infiltrée par un Américain, en fait, qui voulait pas qu'on réussisse. Qui vous déteste cordialement, quoi. Hein, voilà, très cordialement. Et qui voulait planter l'expédition. Et qui ont essayé vraiment de saboter notre expé, parce qu'il y avait un projet de film, documentaire dessus, et ça a été une expérience un peu pénible. On est quand même arrivé sur les pyramides, sur le secteur sud. On a vu qu'il s'agissait d'un site d'origine naturelle, ce que des images satellites nous avaient fait entrevoir, hein, parce qu'on avait un partenariat avec Spot Image, qu'on a toujours d'ailleurs. Ici à Toulouse, oui. Tout à fait. Ils sont d'ailleurs adorables et avec nous. Et donc on a vu qu'il s'agissait d'un site à l'origine naturelle. On a trouvé beaucoup de matériel archéologique d'origine Inca, qui montre que les Incas connaissaient les pyramides. On en a tiré la conclusion que les pyramides devaient être un lieu sacré, ce que nous disent les natifs, les Machigangas. Les Machigangas considèrent ce site comme un sanctuaire qu'ils appellent Paratuari, et ils prétendent que c'est un sanctuaire sacré des anciens. Alors dans leur langage, les anciens, ce sont les Incas. Se disent les héritiers des Incas, les gardiens des derniers secrets Incas. Et donc pyramide. Alors peut-être une première
déception, ces Bien pyramides sûr. d'origine naturelle. C'est quand même ça qui a été, on l'a dit tout à l'heure, qui avait fait tilt, qui avait été le premier moteur, disons, mais naturel, mais retravaillé malgré tout. Retravaillé, et surtout on trouve... Et puis présence un cas incontestable, des haches de pierre que Voilà. vous avez retrouvées, des traces. des mortiers qui nous montrent la proximité d'un site permanent Oui, à côté des pyramides. Donc site permanent, forcément c'est une cité. oui. Et est-ce qu'il s'agit de la cité de Paititi? Compte tenu de l'immensité du site, des pyramides, le Paratoire fait 4 km de long. Alors c'est 4 fois les Champs-Élysées. C'est quelque chose d'énorme. Et il faut également préciser que la forme pyramidale avait un rôle très important dans la cosmogonie des Incas et des peuples andins. Ouais. Comme d'ailleurs dans beaucoup de civilisations à travers le monde. C'était une forme géométrique qui symbolisait l'univers, Ouais. le lien entre le monde terrestre et le monde des dieux, ce que les Incas appelaient Intihuatana. Ouais. Et donc, imaginons un lieu où il y aurait eu 22 Intihuatana, comme ça, un peu comme dans Machu Picchu, la cité qui a été découverte par Bingham en 1911, où il y a 3 pyramides, 3 montagnes pyramidales qui surplombent cette cité. Imaginons un site où il y en avait 22. Donc, on pouvait légitimement penser qu'à côté des colossal. pyramides se trouvait une cité importante. Ouais. Et pourquoi pas Paititi? Donc c'est devenu votre axe de recherche une fois que vous avez compris l'utilité éventuelle de ces pyramides. Vous avez compris que la cité de Paititi était tout autour et que là ça devenait beaucoup plus important. Était quelque part, d'autant plus que ces pyramides sont situées, comme je le disais tout à l'heure, au pied d'une montagne qui s'appelle la Sierra Baja del Pantiacoya. Et Pantiacoya en quechua, ça signifie le lieu où se perd la princesse. Et c'est là qu'arrive cette réflexion de cette légende du trésor perdu des Incas avec la Koya qui transportait ces 20 000 lamas vers la forêt. La femme Est-ce de qu'il n'y aurait l'empereur pas qui est eu partie. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? En tout cas, il est intéressant de le faire. Voilà. Et Ouais. peut-être que la cité du Paititi se trouvait quelque part dans les monts du Pantiacoya. Ouais. Vous restez avec nous, Thierry Jamin, une pause et ensuite on parlera justement de ces traces sculptées dans la roche que vous avez découvertes, ces pétroglyphes, ces Extraordinaire. dessins qui sont absolument fabuleux, que vous avez pris en photo d'ailleurs en partie et que l'on voit dans votre livre. Et là, ça va être la clé C'est la peut-être clé. pour Tout à fait. aller et découvrir le royaume de Paititi. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes sur la une des pistes qui mènent au royaume de Paititi, là où se perd la princesse. C'est le nom de la montagne au pied desquelles se trouvent ces pyramides. Thierry Jamin, qui a monté ces expéditions, qui est toujours à la recherche de ce royaume, est en ma compagnie, avec Alain Bonnet qui s'occupe du site internet, qui relate donc toutes les expéditions. D'ailleurs, le site internet, c'est Paititi, TITI.fr, paititi.fr. Et puis, le titre du livre où vous allez pouvoir revivre les expéditions de Thierry Jamin s'intitule L'Eldorado Inca. C'est aux éditions Hugo et compagnie. Et puis, Thierry Jamin l'a écrit en collaboration avec Pierre-Albert Ruquier. Thierry Jamin, parlons de cette découverte que j'estime être majeure et très très intéressante vraiment de ces pétroglyphes, c'est-à-dire de dessins gravés dans la roche qui ont des informations capitales que vous avez comprises. Alors d'abord la découverte de cette roche. Alors en fait, parallèlement à mes recherches sur les pyramides, Ouais. je savais que on avait signalé l'existence de pétroglyphes qui avaient été aperçus par un missionnaire dominicain au début du XXe siècle, 1921, le père Vicente de Senita Goya, qui est parti comme ça à travers la jungle évangéliser les Machigangas, et qui avait donc découvert des pétroglyphes dont il... Des dessins gravés dans la roche. Alors pétroglyphes, oui, des Voilà. figures gravées Ouais. dans la pierre, Ouais. dont il n'avait aucune connaissance particulière quant à leur interprétation. Alors, ces pétroglyphes sont situés à 10 km au nord des pétroglyphes. Et après cette première expédition dans les pyramides, Au nord des pyramides, vous voulez dire. au nord des Ouais. pyramides, oui, Mhm. nous sommes rendus sur le site Ouais. des pétroglyphes. Et alors, il s'agit de figures qui recouvrent une surface de 30 mètres de long sur 4 mètres de haut.
Et par des circonstances, là je vous passe vraiment des épisodes, on y est resté quand même assez longtemps, et nous avons aperçu des phénomènes lumineux sur cette paroi. En fait, ce sont des pétroglyphes qui apparaissent et qui disparaissent, un peu comme par magie, à des moments bien précis de la journée. Alors vous avez des courbes qui évoquent des cours d'eau, ou des silhouettes de montagnes, et qui, dès le départ, nous faisaient penser à des données géographiques. Et on a remarqué, à un moment donné, des figures, notamment des soleils, qui apparaissent et qui disparaissent. Et notamment un soleil levant, à droite, un soleil au zénith qui surplombe le tout, et un soleil couchant. Enfin, c'est du moins notre interprétation. Et en fait, vous avez donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est quasiment une boussole, si vous voulez. Et donc une carte géographique qui pouvait être... Enfin, quel était le but d'une carte géographique paumée en pleine forêt amazonienne dans ce royaume légendaire de Paititi, si ce n'était que pour indiquer la route vers le Paititi. Donc on est parti sur cette hypothèse de recherche, et au final on a pu en fait localiser une douzaine de sites naturels ou archéologiques sur le terrain qui sont indiqués grâce à cette carte. Grâce à cette carte. Voilà. Mais que représente cette carte? Est-ce qu'elle représente exactement, enfin comme il la voyait à cette époque-là, la totalité de l'Empire Inca? Alors mais c'est une chose absolument extraordinaire. En fait, la raison d'être des pétroglyphes de Pucharo, c'est une carte locale ou régionale qui était destinée aux Incas pour leur indiquer le chemin jusqu'au Paititi. Et les Incas ont poussé le génie, si vous voulez, à replacer cette carte dans le cadre de l'Empire Inca. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous savez où vous êtes, c'est ça? Exactement. Alors, à Pucharo, on a une représentation de l'Empire Inca dans sa globalité, et on a pu dater la carte, c'est-à-dire la fin du XVe siècle. Et alors, par un hasard encore une fois extraordinaire, toujours en 2001, en sortant de cette étude sur Pucharo, on tombe sur un confluent de l'Amazone, et il était midi au soleil, donc midi géographique, et on aperçoit sur une montagne un visage. Un énorme géoglyphe. D'ailleurs, on n'était pas sûr. Il a fallu plusieurs années pour confirmer l'existence de ce visage, parce que c'est encore une fois très difficile d'accès. Et en fait, c'est une configuration qui est entièrement conforme à ce que l'on peut interpréter à Pucharo. Ce géoglyphe est indiqué à Pucharo comme ce que vous le disiez tout à l'heure, un point rouge dans une carte moderne qui vous dit vous êtes ici. Et à partir de là, vous pouvez voyager sur la carte, vous orienter et savoir où est-ce qu'il faut aller. Et c'est tout le secret en fait de cette carte, avec ce système de pétroglyphes qui apparaissent et qui disparaissent, et qui étaient destinés à une catégorie bien précise de lecteurs, entre guillemets. Exactement. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette particularité, parce que ça, c'est quand même assez fascinant. Vous dites, ces gravures datent du 15e à peu près. Oui, fin 15e. Fin 15e, bien. Vous êtes en face, imaginons quelqu'un d'immobile qui reste face à cette roche, 30 mètres de long, 4 mètres de haut, des sculptures qu'il voit au lever du soleil, par exemple. Et au fur et à mesure que le soleil bouge, et donc que la lumière devient plus ou moins rasante, horizontale, etc., d'un côté comme de l'autre, le dessin change. Non, d'autres pétroglyphes apparaissent. Autrement invisibles dans la lumière normale. Et cette année, quand nous sommes retournés sur le site, nous avons découvert des dizaines de nouveaux pétroglyphes qui sont eux-mêmes autrement invisibles dans la lumière du jour. Alors, sont-ils visibles à un moment bien précis de l'année? Avec une lune très présente. Voilà, pendant des équinoxes et quelque chose comme ça. Mais nous n'avons jamais, durant les périodes où nous étions sur le site, nous n'avions jamais observé ces pétroglyphes auparavant, si vous voulez. Et c'est qu'avec des éclairages artificiels
qu'on les a observés. Et alors donc ces pétroglyphes qui apparaissent comme ça, que vous avez découvert de nuit par exemple en les révélant avec la lumière d'une torche, donnent d'autres enseignements, d'autres messages. Alors eux sont d'un message tout à fait différent, d'une portée peut-être plus cosmogonique que la plus ésotérique, vous voulez dire. Plus ésotérique, oui, tout à fait. Qui était peut-être destiné à un monde, le monde des dieux, le monde des Abous, peut-être. On ne sait pas encore. On travaille actuellement dessus, à son interprétation. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être il ne se révèle que la nuit. Tout à fait. Il y avait peut-être au pied de cette paroi des cérémonies par les Incas qui permettaient de les faire revivre à la lumière des feux. Ouais. On ne sait pas encore, c'est vraiment très très mystérieux quand vous racontez ça à un péruvianiste moderne auprès desquels j'ai pas très bonne presse, mais bon, ça je m'en fiche. Il n'ose pas, il ne croit pas à ça parce que il pense que c'est presque du cinématographe. Ouais. Vous y étiez, Alain Bonnet, là, quand vous avez découvert ces pétroglyphes comme ça qui apparaissent avec une lampe torche. Tout à fait, oui. Oui. Effectivement, c'est dans une zone où personne n'avait jamais répertorié de gravure dans la roche. Ouais. Et de toute façon, avec Thierry, on en avait discuté avant de partir et on voulait éclairer ce qu'on connaissait des pétroglyphes de nuit pour justement se recréer les différentes ambiances lumineuses ou les différentes inclinaisons de la lumière pour voir justement ces systèmes d'apparition et de disparition de gravures. Et c'est en faisant ça qu'on a découvert ces nouveaux pétroglyphes qui, comme le disait Thierry, sont d'une signification différente, qui ont peut-être même pas été fait tout à fait à la même époque, ça on sait pas trop. Et bon, c'est extraordinaire comme découverte. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans une lumière neutre, on peut avoir l'œil rivé à quelques centimètres de la roche, on ne voit rien du tout. Oui. Mais c'est sculpté quand même. Enfin, je veux dire, il y a un creux, non? Il y a pas les mêmes sillons que dans les pétroglyphes que l'on peut voir de manière permanente. Normale et permanente. Voilà, c'est le mot juste. Ils ont été calculés de manière à être visibles qu'à que sous certaines conditions bien précises. C'est ça qui est fabuleux, de lumière. D'ailleurs, les nouveaux pétroglyphes que nous avons trouvés cet été, donc 2 jours. On ne les voit pratiquement pas. Alors nous, on les voit parce que maintenant, on le sait qu'ils y sont. Mais il y a pas mal de personnes qui y sont passées devant 2 jours qui n'en ont jamais parlé. Et même Thierry, qui y était allé quelques fois auparavant, ne les avait jamais vus non plus. On les soupçonnait parce qu'on voyait des reliefs assez curieux qui ne paraissaient pas naturels, si vous voulez. Mais autrement, on ne les avait pas mis en évidence comme cette année. Et c'est d'ailleurs le même principe pour les géoglyphes, parce qu'en fait, en 2001, on a donc repéré un géoglyphe. Un géoglyphe qui est une forme. Il faut expliquer ce qu'est un géoglyphe. C'est un peu comme monumental. Tout à fait. C'est un peu comme ces fameuses pistas de Nazca qui ont été découvertes à la fin des années 20 avec l'invention de l'aéronautique. Alors, imaginez-vous qu'on découvre le même style de figure en pleine forêt amazonienne. Et en 2001, on aperçoit un visage et on était tellement confondus par le phénomène que on a mis 2 ou 3 ans à se poser la question, est-ce que c'était pas la nature qui nous jouait des tours? Donc on est revenu une seconde fois avec une équipe de la télévision allemande sur le site. On a vu qu'il s'agissait bien d'une figure qui était gravée dans la roche de la montagne. C'est tout un versant, un pan de la montagne qui a été gravé. Cette année, en fait, on a découvert 3 géoglyphes. Alors, trois visages qui sont des répliques de certains visages des pétroglyphes. Et en fait, la clé de ces géoglyphes, en fait, ce sont des balises que l'on voit à partir de 7 km lorsque l'on vient des fleuves, qui indiquent
la présence des pétroglyphes de Pucharo, carte géographique mémoire. Ils étaient destinés à être aperçus par les Incas depuis 7 kilomètres pour les guider jusqu'aux pétroglyphes et de là connaître le chemin, voilà, pour connaître le chemin jusqu'à Paititi. Mais alors dites-moi, ces formes gigantesques que l'on voit de 7 kilomètres de loin, il faut qu'elles soient énormes pour être vues. Alors ça déjà. La forêt amazonienne, vous nous l'avez dit l'un et l'autre, c'est quand même pas le lieu rêvé pour avoir, je sais pas moi, ne serait-ce que 400 mètres carrés de déboisé pour pouvoir mettre tranquillement une belle vue, un truc qu'on voit de 7 kilomètres de loin, tout nickel propre. C'est la forêt et la végétation reprend tout. Donc comment ont-ils fait pour que ça se voit malgré ça? C'est la raison de la polémique actuellement en Amérique du Sud. Comment d'aussi grands géoglyphes, comment d'aussi grandes figures ont-elles pu être réalisées à l'époque Inca? Et j'imagine qu'à l'époque Inca, cette zone était occupée, était cultivée par les Incas à une époque relativement récente, très précoloniale. Et les Incas en fait ont nettoyé ces versants de la montagne et ont sculpté dans le matériau qui est assez friable de la montagne. Le plus grand des géoglyphes fait 400 mètres à peu près d'envergure. Il représente quoi? Un visage anthropomorphe, mi-homme, mi-singe. Et cette année, nous sommes allés dans l'un de ces 3 géoglyphes. Ce sont des fossés qui font 3 mètres de profondeur. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que 5 siècles plus tard, au moins 5 siècles plus tard, ils sont encore visibles. Malgré la végétation qui les a entièrement exubérante, évidemment. Une végétation qui est dévorante. Et bien malgré tout, on les voit. Et c'est exactement ce qui est indiqué sur les pétroglyphes de Pucharo qui sont situés juste en face. Oui, sur la carte gravée dans la roche. Exactement. C'est assez fabuleux. C'est extraordinaire. Alors c'est presque pharaonique quand on s'imagine un peu le travail qu'il a fallu il a fallu préparer le versant de la montagne, c'est-à-dire la planir. Il a fallu travailler la montagne et graver ensuite dessus pour signaler cet immense visage. C'est proprement pharaonique, effectivement. Tout à fait. Thierry Jamin, à l'abonné, vous restez avec nous, une dernière pause et on se retrouve pour, une fois que vous nous avez expliqué maintenant cette carte géographique sculptée dans la roche, ces signes énormes que l'on voit, dont le plus grand fait 400 mètres de long quand même, que l'on voit depuis 7 kilomètres, vers où cela va-t-il nous mener et où allez-vous aller pour le découvrir vous-même, si vous en avez déjà une idée? Je suppose que oui, bien entendu. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Thierry Jamin, oui, parce qu'on parle, figurez-vous, pendant les avec Thierry Jamin et Alain Bonnet, mon invité, mes invités. Nous parlons donc de cette recherche que mènent depuis plusieurs années, depuis 1998 et même avant, depuis l'âge de 15 ans, pour tout dire. Thierry Jamin, donc, à la recherche de ce royaume de Paititi. Thierry Jamin, vous avez fait une découverte tout à fait intéressante. D'abord, je pensais que la civilisation inca n'avait pas d'écriture. Alors vous avez une autre hypothèse. Alors en fait, depuis l'époque de la conquête, on considère que toutes les cultures d'Amérique du Sud. Alors j'exclus de l'Amérique du Sud évidemment les Mayas, les Aztèques qui sont plus au nord. Alors à part ces 2 cultures qui avaient inventé des systèmes d'écriture idéographique, on considère qu'aucune autre civilisation en Amérique du Sud n'avait inventé l'écriture. Donc existe l'écriture chez les Incas. Les Incas qui n'auraient utilisé que les cordolétaneux, les fameux quipus, qui sont également l'objet de thèses et de polémiques. Est-ce que les quipus étaient des moyens mnémotechniques ou des moyens mathématiques ou même des moyens qui pouvaient se substituer éventuellement à un alphabet? C'est toujours débattu aujourd'hui. Mais pas d'écriture. Alors même que la langue des Incas, le quechua, possède le terme écriture, c'est le mot quelca, et alors même qu'il y a toute une lexicographie de quelques dizaines de mots qui tournent autour du concept d'écriture, comme celui qui sait lire, celui qui sait écrire, etc. Donc forcément, il y avait un support. Alors une incongruité dans la civilisation inca, parce qu'on n'a pas d'exemple à travers le monde d'une civilisation qui est qui est inventée à un mot sans que ce mot recouvre un concept bien sûr, quelque part. Bien sûr. Et
par ailleurs, des légendes, de vieilles légendes indiennes parlent d'une écriture perdue et de tablettes qui auraient été conservées dans un temple qu'on appelait El Puquín, à côté du Coricancha, le grand temple du soleil de Cusco. Et ces tablettes auraient été cachées avec cette fameuse rançon vers le Paititi. Des tablettes en or qui auraient été gravées à l'époque du réformateur Pachacútec au début du XVe siècle. Et à Pucharo, eh bien, on trouve des séquences de signes qui ressemblent étonnamment à des signes écrits. Et on se demande si à Pucharo, il n'y aurait pas comme une relique de cette écriture perdue des Incas, cette fameuse Quelca. Et ça, pour nous, si vous voulez, plus que la découverte de Paititi en elle-même, eh bien, la découverte de l'écriture, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire, le cadeau le plus grand que l'on peut faire dans la civilisation Inca. Ouais. Oui, parce que on a du mal quand même. Bon, je ne suis pas un spécialiste du monde Inca, loin s'en faut, mais c'est quand même étonnant qu'une civilisation aussi florissante, ayant pu fabriquer des monuments aussi conséquents, donc avec des architectes, avec des penseurs, avec des intellectuels évidemment, et une administration très complexe. Intégrée, tout Alors, à fait. Il est quand même difficilement concevable qu'il n'ait pas un support écrit. Alors, c'est quand même. C'est la grande polémique. Alors, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de traces probantes de cette écriture. On est en train de se demander aujourd'hui si certains symboles que l'on trouve sur les tissus, sur les textiles Inca ou sur les céramiques ne seraient pas des restes d'écriture. Ouais, voilà, des restes de symboles d'un ancien alphabet, peut-être pré-Inca. Et en fait, de très anciennes légendes parlent de manière encore une fois très nébuleuse, très obscure, d'une écriture qui aurait été inventée peut-être avant les Incas et qui, pour des raisons politiques, aurait été abandonnée à l'époque des Incas au profit du Quipu, pour des raisons, encore une fois, de guerre, etc. Mais qu'une certaine caste d'intellectuels aurait pu faire aurait conservé jusqu'à... tout à fait. Et alors, à l'époque Inca, en fait, on aurait plus ou moins régressé à ce niveau-là. Avec le Quipu, qui était un moyen, somme toute, empirique pour conserver la mémoire. Est-ce que vous avez essayé d'analyser, d'essayer de décoder ces quelques signes alignés que vous avez trouvés? On a essayé d'interpréter. Et en interprétant cette carte géographique mémoire, on s'est aperçu que certains signes, notamment le signe de l'eau et de l'eau qui coule, était très présent sur certains sites où on sait qu'il y a de l'eau. Et donc il y a certains mots que l'on pense avoir identifiés de cette possible écriture. Le pouvoir politique également, qui correspond à des symboles bien précis qu'on a identifiés sur la roche de Pucharo. Mais là, il y a pour des générations d'archéologues, énormément de travail. Pour nous, Pucharo, c'est un peu la pierre de Rosette de la civilisation Inca, et le moins que je puisse... la pierre de Rosette qui a servi à Champollion à comprendre les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. Et ce que nous regrettons, c'est que c'est un site qui est entièrement ignoré quasiment par la grande majorité des archéologues péruviens. Aucun archéologue n'est jamais allé là-bas depuis 1921. Quelques explorateurs, peut-être quelques centaines de personnes en tout et pour tout en un siècle. Et il y a beaucoup d'études à faire. Mais alors dites-moi, en ce qui concerne, là vous avez trouvé ce que vous pensez être cette carte. Carte géographique. Et les fameuses pyramides du Paratoare dont on parlait tout à l'heure sont indiquées de manière très précise et en nombre exact sur cette carte de Pucharo. Exactement. Et jusqu'en 2005, en fait, je pensais que la cité qui était à côté des pyramides était Paititi. Jusqu'à ce que, lors d'une étude en 2005 au pied des pétroglyphes, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'au pied des pyramides, il existe bien une citadelle, mais c'est pas Paititi. Et Paititi est localisé, on a réussi à la localiser sur la roche, beaucoup plus à l'ouest, au nord-ouest des pyramides. Et en fait, à Pucharo, il y aurait une citadelle qui contrôlait l'accès, puisque c'est une porte, il y a un pongo, une gorge, qui permet de passer d'une vallée à l'autre, comme dans le cas des pyramides, deux citadelles
qui permettent d'aller par le sud jusqu'à Paititi, situé plus au nord. Ouais. Et ce qui est en plus assez extraordinaire, c'est que certains chroniqueurs du XVIe siècle, Garcilaso de la Vega et d'autres, parlent d'expéditions qui auraient été organisées par un Inca, Tupac Inca Yupanqui, à la fin du XVe siècle. Ils auraient fondé 2 citadelles, mais ils ne disent pas où. Et pour renforcer, si vous voulez, les marges de leur empire et du Grand Paititi. Ouais. Et nous, on est quasiment certains que ces 2 fameuses citadelles dont parlent les chroniqueurs sont l'une à Pucharo, l'autre dans les pyramides, pour protéger Paititi. Alors justement, votre but quand même, ce serait joli, ce serait de réussir un jour à marcher dans les rues de cette cité. Alors ça c'est Paititi, les conquistadors parlaient même de la mirobolante Paititi en raison de l'or. Nous, encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse évidemment, c'est le but de tous les explorateurs du Paititi. Encore une fois, moi ce qui m'intéressait au début, c'était les pyramides et puis la cité qu'il y a dans cette zone des pyramides. C'est également la recherche que l'on mène parallèlement à cela. Le but ultime de notre recherche, c'est d'arriver à Paititi. On a trouvé cette année le système utilisé par les Incas pour depuis Pucharo se rendre jusqu'au Paititi. En fait, c'était un système de géoglyphes et on sait quels géoglyphes. On a réussi à à décoder le chemin qui depuis Pucharo permettait d'accéder jusqu'à Paititi. On sait que Paititi est très près de ce site et la campagne de 2007 qu'on est actuellement en train de préparer, si on arrive évidemment à financer cette opération qui sont des opérations assez coûteuses, hein. Donc si on arrive à financer cette opération, le but c'est d'arriver jusqu'à Paititi. Ouais. Alors il y a aussi une course contre la montre, puisque depuis quelques années, on a des problèmes avec des huaqueros, des chercheurs de trésors, qui connaissent nos recherches, qui eux sont intéressés par l'or de Paititi uniquement. Voilà, et qui essayent d'arriver sur le site avant nous. Oui, pour piller quoi, tout simplement. Pour piller l'or. Oui. Il y a de méchantes rumeurs au Pérou qui prétendent que certains huaqueros que je nommerai pas seraient arrivés dans cette zone de Paititi il y a 4 ou 5 ans, qu'ils auraient attaqué à la dynamite et ils en auraient sorti des tonnes d'or. Ouais. Hein, et on a vraiment de très très bonnes sources par rapport à... Vous pensez que c'est plausible? Que c'est plausible, oui. Qu'ils aient réussi à piller entièrement la cité, c'est très difficile. Est-ce que c'est un site satellite de Paititi? Ça, on ne le sait pas également. Ouais. On ne le saura qu'en arrivant sur le site. Ce qui est certain, c'est qu'on a localisé aujourd'hui la zone de Paititi. Pour nous, on va vivre l'époque de la découverte de Paititi. Est-ce que c'est notre équipe qui va le donner à la science? Est-ce que c'est une autre équipe? Ça, c'est presque accessoire. En tout cas, il y a ici, quelque part en Amazonie, un grand patrimoine de l'humanité qu'il faut donner à la science et qu'il faut le préserver. Et qu'il faut le préserver. Ouais. Thierry Jamin, prochaine expédition, donc ce sera 2007, quand mars 2007, c'est ça? À partir de juin 2007, début juin, fin mai, début juin, jusqu'à fin septembre. C'est en fait une série de 3 ou 4 expéditions que l'on va organiser dans cette zone jusqu'à Paititi. Bien. Alain Bonnet, vous en serez, vous? C'est possible. En tout cas, vous le relaterez sur le site internet paititi.fr. Tout à fait. Très bien. Vous avez besoin encore d'argent parce que quand même le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, Thierry Jamin. Tout à fait. Bon, on a un budget d'à peu près 150 000 euros, hein, et les sous sont les bienvenus. Exactement. Les partenaires sont les bienvenus. Il y a aucun problème. Bon. Alors qu'ils vous contactent directement par l'intermédiaire du site paititi.fr. Exactement. Hein, voilà. PAI-TITI. Alors sans le tréma pour faire le site, c'est voilà. PAITITI. Voilà, PAITITI. D'accord, .fr. Et là, vous pouvez contacter Thierry Jamin ou Alain Bonnet, le webmaster, pour pouvoir participer, vous, à cette aventure scientifique, archéologique et humaine. C'est la grande hors du commun. Et encore une fois, c'est la grande mise au jour archéologique de notre époque. Ouais. Il y en a pas d'autre. Encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une Atlantide. Oui. C'est plus que Machu Picchu. La découverte de Machu Picchu, c'est un peu un accident de l'histoire. Ouais. Paititi, c'est une légende. C'est la légende de l'Eldorado. Voilà. Je vous suis sur ce terrain, en tout cas. Merci beaucoup, Thierry Jamin. Merci à vous. Merci beaucoup, Alain Bonnet. Merci. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h à minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
Les aventuriers de l'étrange vous donnent rendez-vous bien entendu demain avec une émission spéciale demain. Vous savez que pour vous aider à préparer cette veillée de Noël, nous allons commencer à 20h jusqu'à minuit, donc 4 heures d'émission. Et j'ai décidé de vous plonger dans le monde du merveilleux. Alors, en quoi consiste le monde du merveilleux ? Eh bien, nous allons aller à la recherche des elfes, des lutins, des farfadets, des gobelins, des gnomes. Nous allons essayer de soulever les pierres qu'il y a peut-être dans votre jardin, voir si dessous il y a ces petits êtres de lumière qui nous font parfois des farces ou qui nous aident aussi parfois. Et puis aller à la découverte d'un homme qui est quand même proche du paranormal, vu les capacités de ce qu'il réalise chaque année. Je veux parler du Père Noël. Nous en parlerons donc également, bien entendu, à partir de 20h jusqu'à minuit. Ce sera donc spécial Monde Merveilleux avec les aventuriers de l'étrange. Je vous recommande le site donc paititi.fr pour avoir toutes les informations sur les expéditions de Thierry Jamin, mon invité de ce soir, paititi.fr, et puis son livre, donc l'Eldorado Inca, aux éditions Hugo et compagnie. Portez-vous bien et à demain.